Je m'appelle Catherine Simon, j'ai le plaisir d'être l'animatrice de la conférence sur le biomimétisme, est-ce que la nature, notre grand maître, et avec plusieurs intervenants que je vais vous présenter. Alors le vivant, ça sélectionne les solutions les plus efficaces et les plus économes en énergie et en ressources depuis plus de 3,8 milliards d'années. Et si les solutions aux crises et aux défis du XXIe siècle nous étaient finalement données par la nature, à l'heure d'un impératif de transformation et d'innovation des entreprises. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ah, mais ça me l'a fait en décalé sur Sidopulse, excusez-moi. Alors voilà, ça le fait en décalé. En live sur Sidopulse. C'est quelque chose que je devais dire, donc voilà, c'est fait. Pour l'audience en distanciel peut suivre cette conférence et poser des questions. Donc à l'heure de cet impératif de transformation et d'innovation des entreprises et de nos systèmes, une transformation qui devient plus urgente, hein, je pense que vous le savez, la nature finalement est une mine d'idées pour la chimie, l'énergie, la médecine, la robotique, les nanotechnologies, le transport, le bâtiment, la défense, et j'en passe. Parce que la vie, elle invente beaucoup. Elle a inventé des solvants, des ciments, des câbles ultra solides ou ultra élastiques, des matériaux aux structures originales. Donc le vivant, c'est une source d'inspiration aujourd'hui pour nos chercheurs, nos ingénieurs, nos entreprises, nos responsables d'innovation, nos grands groupes. On a par exemple l'algorithme des GPS qui est inspiré de la façon dont se communiquent les fourmis, le TGV japonais qui a une forme de bec de martin pêcheur, entre autres. En France, le biomimétisme, c'est une société coopérative d'intérêt collectif, Sybios, et puis plus de 400 acteurs référencés, publics ou privés. Donc c'est un sujet qui devient prégnant et qui en plus entre en dynamique. Pour engager les entreprises à prendre résolument les routes du biomimétisme comme des opportunités à la fois de croissance et de respect de la nature et de solutions, j'ai deux intervenants aujourd'hui d'extrême qualité qui vont pouvoir nous en parler. Alors je vais déjà excuser le troisième, monsieur Gunther Poli, qui hélas ne peut être là ni en présentiel ni en distanciel. Éventuellement, je vous engage à regarder des vidéos de lui. Il a une idée de business model économique très intéressante pour allier biomimétisme, croissance et innovation. Alors, je reçois aujourd'hui, et j'en suis très contente, Tariq Shekshak. Bonjour. Tariq, parce qu'on a décidé de se tutoyer, tu es directeur du pôle biomimétisme de l'Institut des Futurs Souhaitables. Pendant 12 ans, directeur sciences et environnement de l'équipe Cousteau. Et puis, régulièrement, chef d'expédition sur des navires en Arctique comme en Antarctique. Ingénieur écologue de formation, pionnier du biomimétisme. Tu enseignes cette discipline et le développement durable au sein de plusieurs écoles d'ingénieurs et de commerce et auprès d'entreprises de toutes sortes. Membre fondateur aussi et secrétaire du comité français de l'association Biomimicry Europa et membre fondateur du Centre européen d'excellence en biomimétisme, le CIBIOS, dont je parlais tout à l'heure. Et à tes côtés, Franck Sylvain, un entrepreneur dans le biomimétisme, directeur général et président, j'imagine, président-directeur général d'IL Énergie. Donc IL, c'est en anglais le mot pour anguille. Une entreprise innovante française créée en 2011, donc déjà 10 ans, emblématique des apports du biomimétisme à l'innovation et à la résolution de nos défis de résilience. IL Énergie a développé une hydrolienne qui fonctionne grâce à une membrane ondulante activée par les courants marins, et y compris des courants marins ou des rivières ou des fleuves, 4 mètres par seconde, ce qui est en relatif faible courant, pour que ça, pour que ça fonctionne. Ça faire beaucoup. Donc une innovation technologique, une opportunité économique, une solution à notre défi énergétique, le tout inspiré par l'observation des choix efficients de la nature. Voilà, donc on va parler du biomimétisme. Et donc, Tariq, le biomimétisme, c'est quoi ? Alors, s'inspirer de la nature, c'est, j'ai l'habitude de le dire, aussi vieux que l'humanité, quelque part, probablement. Il y a des peuples du néolithique et avant le néolithique, les peuples racines, etc., qui observaient les animaux pour imiter leurs techniques de chasse.
etc. Donc c'est vraiment pas nouveau. Ce qui est un peu plus nouveau, effectivement, c'est ce mot de biomimétisme qui consiste en fait à prendre le grand ensemble de la bio-inspiration, qui consiste à essayer de résoudre des challenges humains en s'inspirant de la nature, et adopter une posture particulière qui est celle de l'éco-conception et de la responsabilité sociale et environnementale. Donc le biomimétisme, c'est un peu le sous-ensemble de la bio-inspiration qui va vers la direction, ce que l'on peut actionner en fonction de notre contexte, en termes de sobriété énergétique, peut-être sourcing des matériaux un peu différents, mais également la dimension humaniste et sociale qui est très importante. Et ça, c'est une Américaine qui s'appelle Janine Benyus qui, la première fois en 1997, a posé cette intention. Ça a donné le mot en anglais biomimicry. Et maintenant, donc en français, biomimétisme. Il y a une norme qui est ISO, en fait, qui a été posée pour justement définir ce champ sémantique et bien consacrer le biomimétisme à l'éco-conception et la responsabilité sociale bio-inspirée. Quelque chose à ajouter, ta vision du biomimétisme, Franck ? Oui, moi je citerai juste Léonard de Vinci qui avait dit « Regarde la nature, elle est ton futur ». Et en effet, nous, on a développé une hydrolienne qui ondule comme un poisson. Donc, L'observation du vivant, finalement, est une source d'inspiration à dessein d'éco-conception et bien sûr d'humanité, si je peux dire ça comme ça. Et alors, on est quand même dans un salon technologique, et l'apport des technologies ou l'apport du biomimétisme aux technologies et aux innovations technologiques, donc ça fonctionne dans les deux sens. Expliquez-nous, Tariq. Alors, ça n'a pas été cité, mais bon, c'est vraiment pas grave. J'ai la chance aussi d'être cofondateur d'un cabinet de conseil qui s'appelle Picaya, où justement on accompagne des projets qu'on crée, parce qu'il y a des méthodes derrière, donc c'est outillé, pour faire des preuves de concept, développer, améliorer des produits, des processus. Et en fait, dans la bio-inspiration en général, il y a trois grandes portes d'entrée, on va le dire comme ça. Une porte d'entrée qui va plutôt s'intéresser au design de forme, à différents niveaux d'échelle. Donc là, ça va intéresser quoi ? L'architecture, le design objet, mais également la forme des matériaux. Donc il y a des propriétés de surface, par exemple, de certains matériaux, que ce soit refléter ou pas certaines longueurs d'onde de lumière, ou bien des propriétés super glissantes, ou au contraire, capables d'évacuer les poussières, etc. Déperlantes, par exemple. Eh bien, parfois, c'est de la nanostructure. Ensuite, il y a une autre direction qui est comment ça fonctionne. En fait, quels sont les processus, y compris, par exemple, aussi bien les processus de fonctionnement dont on peut s'inspirer, comme justement ce qu'a fait Hill avec les mouvements ondulatoires, mais également éventuellement les algorithmes, par exemple. Vous citiez tout à l'heure les fourmis, la façon dont les fourmis vont partager l'information. Alors bien sûr, nous, dans les GPS, on n'a pas l'hormone des fourmis, mais il y a un principe de processus de fonctionnement avec un signal envoyé avec un certain temps de latence qui est capté par un agent qui n'était pas en contact direct avec l'agent émetteur et qui optimise le chemin le plus court entre deux points. Eh bien, cette dimension algorithmique est extrêmement importante. Puis il y a une troisième grande direction qui est vraiment directement connecté à la notion de biomimétisme, c'est les recettes de succès de l'évolution. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 3,8 milliards d'années d'essais-erreurs de la vie sur Terre, et qu'est-ce qu'on peut en apprendre en termes de cahier des charges émergents. Et c'est là où le mimétisme est important. Le mot mimétisme, ce qu'on veut imiter, c'est ce cahier des charges. C'est pas tellement toujours comment on y a répondu. C'est pour ça que certains scientifiques disent « moi je fais pas du biomimétisme mais de la bio-inspiration parce que je m'inspire d'eux ». Mais là, dans le biomimétisme, on va essayer de s'inspirer de principes comme l'eau comme solvant, fabrication à température et pression modérée, tout déchet est une ressource, ce genre de choses. Et c'est ça qu'on veut imiter, le cahier des charges. Et là, donc, c'est un vaste champ d'application. Il y a aussi toute la dimension système, complexité des systèmes, écomimétisme, comprendre comment fonctionne un récif de corail, comment fonctionne une forêt, en tirer des leçons de résilience, de dynamique face au changement, etc. Et puis de sobriété aussi, j'imagine. Tout à fait. Si vous voulez que je poursuive un peu sur cette question-là, en fait, effectivement, vous l'aviez dit tout à l'heure, si jamais vous êtes dispendieux en tant que système vivant, l'évolution fera le tri, vous ne resterez pas longtemps. Et donc il y a des espèces qui ont des millions d'années avec les structures et aussi des fonctions qui ont une certaine plasticité mais qui n'ont pas beaucoup bougé, ce qui est une preuve de durabilité, si on peut dire. Nous, Homo sapiens sapiens, c'est 300 000 ans, l'espèce humaine. Un requin, c'est des millions d'années. Et donc là, l'idée, c'est de se dire, qu'est-ce qui a permis finalement à cet organisme de passer à travers tous les changements que l'espèce ou que le genre a connus ?
Et là, on voit effectivement, en termes de dépenses énergétiques dans le mouvement dans l'eau, des choses absolument incroyables, que ça soit dans la forme ou même les propriétés de surface de la peau de requin, par exemple. Et puis, à ce moment-là, l'idée, c'est d'extraire des recettes de design de ça pour transposer métier dans un autre domaine. Et c'est tout l'art du biomimétisme que de faire ça, de passer de la queue de poisson à la membrane ondulante, par exemple. Alors, donnez-moi un exemple, par exemple, en robotique. Donc, un exemple de biomimétisme appliqué avec la technologie robotique. Alors, il y en a plein, et c'est pas forcément toujours de l'éco-conception. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, je vous pousse tous à réfléchir aussi, pas simplement biomorphisme, donc la forme. Bon, Festo, vous avez certainement tous vu des vidéos de Festo, et puis d'autres entreprises qui s'intéressent beaucoup à l'aspect design de forme, que ça soit pour la mobilité dans l'air, sur terre, dans l'eau. Les forces armées s'intéressent beaucoup à certains robots, bien sûr, capables d'être un peu tout-terrain, mais aussi l'exploration spatiale, ou bien les environnements extrêmement complexes, où on ne peut pas forcément facilement accéder, comme certaines canalisations dans des centrales, etc. Donc il y a des réflexions sur différents types de mobilité dont on s'inspire dans la nature, que ce soit le fait de ramper, d'avoir plusieurs structures finalement qui vont être choisies par l'évolution avec des cheminements qui ne sont pas pourtant apparentés. Ça, c'est super intéressant. Par exemple, vous avez des ailes pour voler, aussi bien chez des oiseaux que chez des poissons volants, que chez des insectes. Et il y a de grandes chances que si la vie existe sur une autre planète, c'est un indice que probablement c'est une excellente stratégie pour voler. Quel que soit, il n'y a pas de relation de parenté. Vous voyez, les oiseaux, on peut se dire, ils descendent tous d'un ancêtre commun qui à un moment donné a eu des ailes. Mais les insectes, non. Les poissons volants, non. Les chauves-souris, non. Donc là, c'est de l'or pour le biomimétisme, de repérer ce genre de choses. Ensuite, vous avez aussi, donc, au-delà de Festo, vous avez par exemple des senseurs, que ce soit des capteurs vidéo, par exemple, je pense à l'entreprise Chronocam qui imite l'œil, où finalement, dans les vidéos classiques, peut-être beaucoup d'entre vous connaissent cet exemple, on va capter en fait en permanence quasiment tous les pixels. Alors que l'œil va simplement activer, si jamais le fond ne change pas, il va activer ce qui change. Et donc vous avez un gain d'informations stockées en fait, et processées qui est énorme, des facteurs vraiment extrêmement importants. Plutôt que de tout le temps enregistrer tout, vous enregistrez que ce qui bouge. Et ça, bien sûr, ça sert à toutes sortes d'applications, que ce soit la mobilité autonome, que ce soit la capacité à aider des personnes à mobilité réduite, etc. etc. Il y a des tas d'exemples, en fait. Sur les matériaux également, les matériaux autocicatrisants, par exemple, quand vous avez un robot envoyé sur Mars ou sur un autre astre, vous n'avez pas envie, s'il y a une structure défaillante, d'envoyer un ingénieur pour le réparer, ou même un satellite. Et donc toute la thématique des matériaux autocicatrisants est une thématique importante également. Tout ça, bien souvent, en mettant de côté l'éco-conception, et je pense qu'il est temps d'aller vers l'éco-conception maintenant. Ok, donc Franck, un exemple clair, vous observez la nature sous-marine, et puis vous vous dites, non mais hélice, vraiment ? Oui, si je demande à l'auditoire quel est l'animal le plus rapide sur Terre, la majorité va répondre le jaguar, qui arrive à faire des pointes à 110 km/h. Et en fin de compte, le plus rapide, c'est l'espadon voilier ou le marlin bleu qui dépasse 110 km/h en vitesse de pointe. Et pourtant, ils doivent avancer dans quelque chose qui est 800 fois plus dense que l'air, puisqu'ils sont dans l'eau, bien sûr. Et juste avec ça, je pense qu'on comprend très vite la puissance de l'ondulation dans l'eau. Si la nature a créé l'hélice dans l'air, des graines tournoient pour aller se planter plus loin. Sous l'eau, l'hélice, à l'état naturel, n'existe pas. C'est l'ondulation. Le moyen le plus efficace pour se déplacer sous l'eau, c'est l'ondulation. Et nous, on a découvert, on s'en est inspiré, mais sur nos outils de simulation, à la fin, quand on l'a poussé jusqu'au bout, le profil de la machine devait ressembler à un poisson. C'était l'intelligence de l'ordinateur qui nous avait sorti ça. Et là, j'ai dit, là, je pense que notre programme ne marche pas trop mal parce qu'on se rapproche vraiment de la nature. Alors, on a le côté inspiré par la nature et son observation, puis on a le côté aussi les technologies qui vont nous permettre
de faire du biomimétisme ou de concevoir ou de modifier des process, voire de les transformer complètement grâce aux technologies. Donc, je rebondis plutôt sur Franck dans un premier temps, mais vous avez utilisé le jumeau numérique, des simulations. Quel type de technologies vous ont aidé à mettre au point votre hydrolienne ? Alors, on a été obligé de développer notre propre système parce qu'il n'y avait aucun système qui existait pour simuler des grands déplacements dans l'eau. On est dans le laboratoire de Dassault Systèmes et eux, en effet, ont les systèmes pour simuler des déplacements d'ailes, mais les ailes des avions, pour le moment, elles battent pas comme un poisson, quoique ils sont en train de travailler justement sur une aile d'avion qui serait beaucoup plus souple. Mais on a dû tout faire nous-mêmes. Ça a été 6 ans de recherche et de développement pour arriver à un résultat qui matchait les essais de laboratoire. Donc ça a été un gros travail. Et maintenant, oui, enfin, on a les outils de simulation de Dassault pour la conception, pour justement pas trop mettre de matière, la mettre au bon endroit. C'est du calcul de simulation. Mais ce que je voulais dire sur regarder la nature, en tant qu'entrepreneur, on fait toujours des erreurs. Et ce qu'on a voulu faire dès le départ, c'était mimer la queue de poisson avec des muscles embarqués sur la machine, sur la membrane. Et donc, on a essayé de mimer le truc jusqu'au bout, c'est-à-dire de dire on met des générateurs linéaires sur la membrane, et de l'ondulation, on récupère une force linéaire et chaque générateur va faire de l'électricité. Donc c'était assez compliqué. On a réussi à le faire. Économiquement, c'était pas viable. L'état de la technologie de générateurs linéaires à cette taille-là n'est pas efficace. Et donc à vouloir mimer la nature absolument nous a mené à une impasse économique, je dirais, puisque mimer les neurones d'un poisson, enfin le commandement de toute une chaîne de muscles, c'est très compliqué. Et on a simplifié le système avec juste un mât sur la queue de la membrane, avec un seul générateur qui est hors de l'eau. Et on a obtenu des résultats qui sont exceptionnels depuis 18 mois. Donc voilà, enfin, on s'est vraiment inspiré de l'ondulation des poissons au départ, mais vouloir pousser l'exercice jusqu'au bout, on n'a pas les moyens technologiques de le faire, et économiques, parce que nous, on travaille dans l'énergie, et à la fin, c'est du kilowattheure, du mégawattheure que l'on vend. Et le mégawattheure, si on le vend à 1000 ou 1500 euros, alors qu'il vaut entre 50 et 100, ça ne va pas intéresser grand monde. Donc on a aussi ce problème économique, et il faut que l'entreprise soit viable. Et là maintenant, on est arrivé sur des petits prototypes, on est déjà à 200 euros du mégawattheure en coût de production, 20 centimes le kilowattheure, c'est quasiment ce que vous payez ou que vous allez bientôt payer sur votre facture d'électricité. Okay. Et en termes technologiques, est-ce qu'il y a des progrès technologiques, des innovations que vous voyez qui vont faciliter justement ce concept de biomimétisme ? Oui, et si je peux rebondir sur ce que partageait Franck, en fait, effectivement, l'art du biomimétisme consiste à comprendre aussi où s'arrêter en fonction des verrous technologiques. Et par méthode, par exemple, on va partir de membranes ondulantes, et puis éventuellement observer comment le thon ou l'espadon le fait, et on rajoute une branche, ce qu'on appelle un arbre logique. Donc une branche, on va onduler grâce à cette direction-là, mais on pourrait aussi onduler différemment. Et peut-être ce qui va m'intéresser, c'est juste la membrane ondulante à ce stade. Et peut-être demain, si j'ai la technologie qui me permet, j'irai plus loin dans le modèle. Et ça, c'est extrêmement important, parce que sinon on peut partir trop vite, et alors qu'il peut y avoir des générations d'idées en amont dans ce qu'on appelle méthodologiquement un pré-concept, ou une recette de design, qui peut suffire à ce stade-là. Et peut-être qu'on va onduler très différemment de la façon dont on ondule le poisson. À partir du moment où on a l'éco-conception au cœur, ça reste du biomimétisme, et ça c'est important de le repréciser. Maintenant, il y a effectivement des matériaux du vivant, des processus du vivant qui sont beaucoup plus performants que n'importe quelle technologie existante, que ce soit les céramiques par exemple, à propriété égale. Vous avez fabricat de pression ambiante et température ambiante, la céramique de l'Ormeau,
avec des couches dures, couches tendres, l'alternance de couches dures, couches tendres sous forme de petites tuiles pour les couches dures qui ont des propriétés absolument incroyables. Vous avez certainement tous entendu parler effectivement des soies d'araignée. Si à grosseur équivalente d'un câble d'acier, vous avez des résistances et de l'élasticité en même temps, un coefficient de Young absolument incroyable. Et puis, en même temps, on a quand même des technologies qui nous permettent d'observer le vivant comme jamais on a été capable de l'observer. De l'infiniment petit à l'infiniment grand avec les satellites. Donc ça, c'est nouveau. Ça fait quelques décennies qu'on a ces capacités-là. Donc ça ouvre en fait un champ de connaissances auquel on n'avait pas accès, y compris dans notre propre corps, avec tout ce qui est neuronal, les algorithmes neuronaux dont on peut déduire des choses, etc. Et il y a aussi une autre innovation dont, à mon avis, c'est que le début encore, c'est l'impression 3D. C'est-à-dire qu'effectivement, dans les technologies entre guillemets du vivant, il n'y a pas de moule avec de la matière qui rentre dans un moule. C'est de la fabrication additive. D'accord ? Et donc là, l'impression 3D, en fait, ouvre des possibilités, y compris au niveau économique, où finalement des formes organiques deviennent plus accessibles que des formes très angulaires, etc., qui étaient une rationalisation, optimisation, en fait, de matière investie, énergie et coût. Et là, pour le coup, l'impression 3D ouvre effectivement des choses intéressantes. Après, il y a voilà, d'autres styles de technologie plutôt liés au digital ou à la révolution informationnelle, comme j'aime bien le dire. Le vivant optimise beaucoup grâce à l'information. Et information ne veut pas dire digital, forcément. Et donc, le fait que vous ayez un design intelligent de l'information, vous créez des boucles de feedback qui vont faire que vous optimisez vos processus en termes de consommation de matière et d'énergie, par exemple. Et ça, c'est un enjeu crucial. Faire un design intelligent. Pas de l'obésité informationnelle qui est indigeste, mais un design intelligent de l'information qui va là où il faut pour optimiser. Là aussi, on a maintenant des possibilités technologiques, malheureusement basées sur des terres rares, malheureusement basées sur des empreintes carbone, avec des ressources, encore une fois, limitées, comme si on n'avait pas compris la leçon. Il y a peut-être aussi des choses à observer dans le vivant assez intéressantes sur la base de ressources abondantes et non pas limitées. Okay, donc faire un shift des ressources limitées vers les ressources abondantes, regarder les progrès en nanotechnologie, en sciences des matériaux, penser design et éco-conception et penser humanisme. Avec tout ça, comment on fait un business model qui fonctionne ? C'est difficile parce que, il faut arriver à faire un produit abordable, acceptable, et qui marche dans le temps. Enfin, pour nous, c'est vraiment le but de toute entreprise privée, c'est de développer un système qui va être vendable et qui va marcher dans le temps, encore plus dans l'énergie, puisque quelqu'un qui va acheter une hydrolienne, il l'achète pour 15-20 ans. La durée de vie, ça doit être ça. Alors même s'il y a des parcs que l'on va changer, il faut que ça soit assez robuste pour délivrer. Alors, ce que je voulais revenir sur là où je voulais revenir sur le biomimétisme, c'est que on a prouvé que notre hydrolienne à membrane ondulante donc a une efficacité 20 à 30% supérieure à une hélice. Donc déjà, quand vous regardez une hélice, ça prend la puissance sur une surface, alors que nous, notre machine prend la puissance dans un volume. Je ne sais pas s'il devait y avoir une vidéo parce que des fois c'est plus simple de regarder une photo que de l'expliquer. Mais donc la machine ondule et prend l'énergie dans ce volume, d'où son efficacité supérieure. Et voilà. Donc là vous voyez comment ça fonctionne. On va la regarder, elle ne dure pas très longtemps, puis elle explique bien tout. Merci.
comme ça vous n'avez pas redécrit, nous faire des dessins, c'est assez clair. Et donc, c'est bien hein, comme produit. Voilà, ouais, si, quand même, belle innovation. Et du coup, en France, en tant que entrepreneur, 10 ans d'existence, votre parcours, ça donne quoi? Le parcours d'entreprise, le parcours de l'entrepreneur, les freins, les aides, les coopérations avec les laboratoires de recherche. Expliquez-nous un petit peu comment finalement on arrive à... C'est une longue histoire. Déjà, il faut de l'argent. C'est le nerf de la guerre. Moi, j'ai eu la chance de travailler plus de 25 ans dans la finance. Et en 2007-2008, j'ai décidé de rentrer en France pour créer de la valeur en France. Et comme j'avais pris une année sabbatique, j'ai pu m'intéresser au sujet énergétique et de décarbonation de l'énergie. Et j'essayais de trouver à investir et rien ne m'intéressait vraiment parce qu'à l'époque, les panneaux photovoltaïques, si on regardait de près en 2007-2008, il fallait plus de carbone pour les créer qu'ils allaient en économiser sur leur durée de vie. Donc ça n'avait pas beaucoup d'intérêt, ce qui n'est plus le cas maintenant. Et j'ai eu la chance de rencontrer un inventeur génial. Et là, j'ai dit, cette société coche vraiment toutes les cases. C'est-à-dire, on fait de l'énergie propre, on peut le déployer partout dans le monde et ça va émettre 0 CO2. Bon, ça a pris beaucoup plus de temps à réussir à faire marcher que ce qui était prévu, même sur la vidéo qui a 2 ans. Vous voyez, on espérait faire une commercialisation fin 2020 et là ça sera fin 2021, début 2022 parce que maintenant on a des machines qui marchent et on va pouvoir commencer à les vendre. Mais ça prend du temps. Des collaborations avec des laboratoires de recherche d'abord ? Oui, on a été à l'Ifremer, donc à Boulogne-sur-Mer. C'est pour ça que l'entreprise est basée à Boulogne-sur-Mer. Il y a un bassin d'essai à l'Ifremer, Boulogne-sur-Mer, où on a pu faire tous nos essais. On y est resté 7 ans. Et on a fait tous les essais possibles et inimaginables. Et ça nous a permis de caler nos modèles aussi, parce que c'est bien beau de faire des modèles numériques, mais il faut que ça soit matché par la réalité dans un bassin d'essai. Et donc, ça nous a permis d'avoir une corrélation entre les deux. Et oui, ça a été très important pour nous, ce passage à l'Ifremer. Bon, maintenant, on a la chance d'être accueillis dans une ferme dans les Hauts-de-France, à Gravelines, une ferme de poissons qui rejette des eaux usées. Et donc là, on a mis des machines. Vous avez vu la vidéo là, avec une machine bleue qui produit de l'électricité depuis juillet 2019. Et là, maintenant, on fait tous nos essais sur ce site parce que là, on a des eaux chaudes, des eaux chargées en oxygène. Enfin, on a les pires conditions d'essai que l'on puisse imaginer. Et donc, faire marcher la machine dans ces conditions-là, je pense qu'on a eu tous les problèmes de corrosion, enfin, tout ce que l'on peut imaginer. Et on espère maintenant, voilà, la développer et la commercialiser. Et donc là, bientôt, on passe en phase d'industrialisation, de fabrication en plus grande série. Voilà, donc là vous avez vu, c'est des petites machines qui font 1,50 m sur 2 mètres, qui font autour du kilowatt de puissance, 1,5 kW. Et là, on va faire des machines de 10 et 50 kW, donc plus grosses, qu'on va tester en rade de Brest début janvier. Et ensuite, j'espère que ces machines vont fonctionner du premier coup et qu'on va pouvoir commencer à commercialiser aussi ces grosses machines. Et là, on cherche à lever des fonds pour faire vraiment des grosses machines de 500 kg et 1 MW, justement pour adresser les courants de marée en France, en Angleterre, et faire de l'énergie propre. Et le gros avantage de cette technologie par rapport à toutes les autres énergies renouvelables, c'est que c'est de l'énergie prédictible. Il ne vous a pas échappé, il suffit de voir les statistiques en Allemagne, les éoliennes ont produit, c'est passé de 25 à 20%, donc ça fait une baisse de 20% de production des éoliennes. Oui, il y a eu moins de vent. Et nous, avec les courants de marée, c'est prédictible et on sait combien
et quand on va faire de l'électricité propre. Les courants de marée sont connus depuis des milliers d'années. Et je m'amuse à dire, tant que la Lune tourne autour de la Terre, on a une source inépuisable d'énergie à capter. Et donc, en tant qu'entrepreneur, donc il y a cette phase de passage à l'industrialisation et de recherche de fonds côté plusieurs millions d'euros, hein, probablement, qui est plus du tout la phase d'amorçage, même si ça reste du capital risque, hein, ça reste toujours du capital risque. Et là, vous présentez un business model qui est beaucoup plus complet finalement, puisque vous intégrez non seulement la vente de l'énergie, mais aussi le crédit carbone. Expliquez-moi le business model que vous... Oui, le business model, c'est soit vendre des machines, soit vendre de l'électricité. C'est-à-dire, comme on a une efficacité supérieure aux hélices, on peut se demander pourquoi vendre les machines et pourquoi pas les exploiter nous-mêmes et en même temps avoir des crédits carbone, puisque là, on fait vraiment de l'énergie décarbonée et on va avoir des crédits carbone sur cette énergie. Il ne vous a pas échappé, on en parle partout là, depuis 2 semaines. L'électricité augmente du fait de la hausse du prix du gaz et du pétrole. Mais tous les pays, alors là après on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais beaucoup de pays sont sortis du nucléaire. Et moi j'étais pas un pro-nucléaire, mais à regarder, vu l'urgence climatique, il vaut mieux avoir une énergie décarbonée. Et le nucléaire, pour ça, est pilotable et fait de l'énergie décarbonée. Donc, et l'Allemagne qui en est sortie, justement, enfin, ou qui en sort, c'est un gros problème de supply pour l'énergie, et d'où l'augmentation aussi du prix de l'électricité. Donc, je dirais que nous, tous les voyants sont au vert pour voilà. nous. En fait, je voulais insister sur le fait que souvent on dit ah oui non mais c'est bien sympa, mais si je fais de l'écologie, du biomimétisme, des produits décarbonés, etc., je vais être plus cher. Que les solutions alternatives, et donc je vais pas avoir cette valeur ajoutée, etc. Or aujourd'hui, dans les business models justement des entreprises comme les vôtres qui font des produits, on va dire plus sains pour nous et pour la nature, souvent on a un business model différent, hein, on part en rupture des business models existants, donc de vente de produits ou de vente des services, et on y ajoute le côté crédit carbone. Souvent on le fait effectivement as a service, un côté commodité, on y rajoute la maintenance, etc. Ce qui fait qu'on a différentes sources de revenus, y compris le crédit carbone qui est important, qui peut être une solution justement pour dire finalement mon entreprise elle est attractive en termes de chiffre d'affaires, même si mes produits sont plus chers, parce que regardez la valeur ajoutée que je peux avoir avec les autres sources de revenus finalement de mon dispositif. Et là, l'idée, c'est vraiment d'être en compétition avec les systèmes les moins chers. Et déjà, nous, du fait que si on met les machines, par exemple en Afrique, on a un business model sur le fleuve Congo qui est énorme et qui n'est pas très domestiqué, où il y a encore des courants dedans. On sera moins cher que du solaire, hein, parce que tout simplement, on va fournir de l'électricité H24 et il n'y a pas besoin de mettre toutes les batteries qui vont avec le solaire, hein, puisque le solaire, ça marche 8-9 heures par jour, et le reste du temps, si vous avez un congélateur, s'il a de l'électricité que 8 heures par jour, ça va marcher. Donc, il faut avoir de l'électricité H24, et nous, notre solution la donne. Donc, à la fin, dans notre business model, c'est de dire, oui, on fait des choses propres, mais c'est pas même l'idée de dire, ah ouais, c'est propre, vous allez payer plus cher. Non, c'est essayer même d'être moins cher que les solutions existantes. Donc en fait, c'est un faux a priori de penser que les solutions plus écologiques sont plus chères. Tariq ? Je veux bien réagir là-dessus. D'abord, j'adore l'exemple d'Île. On se connaît, hein, Franck, depuis quelques années. Et je pense qu'il faut vraiment, je ne sais pas s'il y a dans la salle des investisseurs, mais dans leur phase, là, c'est une excellente preuve de concept. Il faut aider cette entreprise à trouver les ressources dont elle a besoin pour passer à l'étape suivante. En tout cas, je voulais dire simplement que effectivement, il y a plusieurs choses dans cette estimation de la performance. Il y a une période de transition pleine d'ambiguïté. Et c'est normal, toutes les périodes de transition sont comme ça. On sait le monde qu'on quitte, on ne sait pas trop celui vers lequel on essaie de se diriger, même si on a envie
d'aller dans une certaine direction. Je travaille pour un institut sur le côté formation. On a des formations au biomimétisme qui s'appelle l'Institut des futurs souhaitables. Et je fais du conseil via Picaya en collaboration avec le CBIOS, qui est l'organisme qui a été cité tout à l'heure et qui est très important dans la structuration du réseau et de faire en sorte que des TPE et des petites entreprises dialoguent avec des grands groupes, des laboratoires, etc. Mais ce que je voulais dire là, c'est que il y a, quand on fabrique quelque chose, ce qu'on appelle les externalités. Si je fabrique cette bouteille, par exemple, il y a effectivement l'empreinte carbone dans les différentes phases du cycle de vie, et ces externalités ne sont pas forcément intégrées dans le prix de vente. Par contre, la société doit les payer à travers les impacts en fait, que ça génère sur l'environnement, sur la santé, etc. Donc de toute façon, c'est un coût caché qui est collectivisé. Et de plus en plus, et la taxe carbone en fait partie, il y a une tendance à réintégrer dans l'estimation de la performance ces externalités-là, via la taxation pour le moment. Mais il y a un signal là à repérer, c'est que demain, la performance ne sera probablement pas jugée de la même manière. Et donc toutes les entreprises qui font un pari, qui disent « Ok, selon les critères de l'ancien monde, je peux avoir, et ce n'est pas le cas d'IL, l'illusion d'être plus cher », en fait, le vrai prix, il n'est pas affiché là. Et de plus en plus, l'information est disponible pour les consommateurs, pour les acheteurs, l'information est en train d'être réintégrée dans le système. Pour le moment, le seul moyen qu'on a de la réintégrer, c'est via la taxation, via ce genre de choses, la législation, etc. Mais il y a un pari à faire de dire, non, on va être vertueux dès le départ parce que ça va payer dans l'étape suivante. Merci. Ben voilà, c'est exactement ça que je voulais qu'il soit dit, donc c'est parfait. Alors, moi j'aime bien le côté très question-réponse, quand bien même... vous avez, j'en suis sûre, plein d'autres choses à dire. Alors, je voudrais une dernière question, en fait, avant de passer aux questions de l'audience ou des questions qui viennent du digital. C'est si vous aviez un conseil à donner, un message clé, et puis une idée de quelque chose qui soit un déclencheur pour que les gens fassent le pas, les entreprises, les acteurs de l'innovation fassent le pas du biomimétisme. Ce serait quoi, Tariq ? Oh là là, j'ai plein de choses, mais déjà, y aller avec l'enthousiasme, pas la contrainte, le désir d'avenir. Allez, il faut qu'on ait une vie un peu érotique au sens propre du mot éros, désir. Et le désir d'avenir, c'est justement réfléchir à là où on aimerait être, pas là où on doit être parce qu'on subit. Bien sûr, il y a des contraintes, il y a le bouleversement climatique, il y a la crise de la biodiversité, il y a les pertes de confiance au niveau des sociétés aussi, on voit que c'est des crises systémiques, mais néanmoins, ne pas être complètement ballotté et décider de là où on aimerait être dans un pas de temps raisonnable, et ensuite on joue un jeu où on va dire le premier pas ça va être ça, mais je sais à quel jeu je suis en train de jouer. Donc ça c'est vraiment, on est une espèce qui a besoin de récits, reconstruisons un récit qui nous donne envie, quoi. Et faisons-le en prenant en compte, je vais être court, le fait que vous êtes en train, et je suis en train, et nos enfants sont en train de vivre une période extraordinaire. Extraordinaire justement parce que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on ne peut plus dire mon empire contre le tien, mon village contre le tien. Pourquoi ? Parce que changement climatique qui touche tout le monde. Parce que bouleversement du cycle de l'eau et de la biodiversité qui touche tout le monde. Dans la douleur, on est en train de prendre conscience de notre interrelation. Et il y a un grand appel, parce que justement on est en train de perdre 1/8 des espèces connues, provoquées par l'homme, ces disparitions massives. Il y a un grand appel à resynchroniser l'humanité dans la toile de la vie. Resynchroniser l'humanité avec les cycles du vivant, atmosphérique, aquatique. Et vous êtes en train de vivre cette période-là. Alors soyons de bons ancêtres. Quand demain on nous demandera, s'il y a des générations futures, qu'est-ce qu'on a fait ? Être des bons terriens, en fait. Et vous, Franck ? Moi, je dirais il faut être curieux et il faut être patient. Curieux parce que oui, il faut observer la nature, il faut observer comment on peut essayer de changer les choses. Et patient parce que, vous voyez, l'énergie, ça existe depuis 10 ans. Moi, ça fait 6 ans que j'y travaille. Et il y a des fois, oui, on peut perdre patience et des fois, c'est dur. C'est-à-dire, quand vous faites des essais, ça ne marche pas. Il faut vraiment y croire pour continuer. Et donc, pas s'arrêter au premier échec, mais persévérer. Voilà, donc désir d'avenir souhaitable, bien sûr, et puis persévérance et patience et grande curiosité, et puis confiance un petit peu dans le fait qu'on a la capacité de devenir des bons terriens. Alors on va passer aux questions, parce que j'aimerais savoir ce qui vous intéresse finalement dans le biomimétisme. Est-ce qu'il y a des questions que je n'ai pas posées et que vous aimeriez poser ?
Alors, la première, c'est toujours la plus dure, hein, donc que quelqu'un s'y colle. Voilà, merci. Bonjour. Bonjour. Peut-être que je suis un peu perdu, mais les crédits carbone, quelle est l'économie autour de tout ça? J'ai pas bien compris. Alors, c'était au sujet des revenus que vous pouvez déclarer pour l'entreprise, de comment vous pouvez rentabiliser votre investissement sur la vente d'un produit ou d'un service qui est au départ, alors c'est pas le cas de Hill Energy, mais au départ potentiellement plus cher que le service équivalent, mais pas décarboné ou pas, etc. Donc aujourd'hui, dans les business models, on peut inclure le fait que, et ça donne de l'argent sonnant et trébuchant, on peut inclure justement le coût des externalités, hein, des externalités négatives, ou les revenus des externalités positives que vous générez avec des produits qui sont plus conscients de la nature, etc. Donc c'était juste pour dire, c'est pas seulement j'investis, puis je vends mon produit ou je vends mon service. Vous avez aussi toute cette prise en compte des externalités qui devient une valeur, alors valeur ajoutée ou externalité négative, qu'il faut rentrer dans vos business models. C'est un petit peu ce que disait il suffit de regarder Tesla, les revenus de Tesla, par exemple, qui fait des voitures électriques. Ils ont plus d'un demi-milliard de dollars de revenus via crédit carbone. Pourquoi? Parce que ça fait des voitures propres. Mais une Tesla qui roule en Allemagne avec l'électricité au charbon, il vaut mieux rouler avec un diesel. Mais voilà, c'est le mauvais exemple poussé à l'extrême. Mais il y a des quotas carbone. Une fois qu'une entreprise a mangé tous ces quotas carbone, elle est obligée d'aller en racheter pour essayer d'avoir une neutralité. Et donc, elle va venir voir des sociétés comme nous qui faisons de l'électricité propre, donc avec zéro émission de carbone. Et nous, on aura ces crédits carbone pour les revendre à une autre société. Voilà, donc ça permet de s'engager finalement dans une démarche biomimétique, y compris sur des produits qui au départ pourraient être plus chers à produire, etc. Parce que vous avez tout un business model autour de compter finalement dans votre performance, la performance sur la baisse des externalités. Voilà, c'était un petit peu ça que je voulais dire. Une autre question, on a répondu, hein, je pense. Une autre question? Bon, moi j'en ai une. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui fait... Ah ben, elle est là. Sinon, quelqu'un fait déjà du biomimétisme dans la salle? Non, tant mieux. On va avoir beaucoup d'adeptes après. Bonjour. C'est une question un peu technique pour Franck. Les flux, en particulier dans les rivières, charrient des objets, charrient des arbres. Donc, est-ce que ce sera viable? Est-ce que les machines vont pas être détruites, les membranes vont pas être détruites par tous ces flux charriés par les fleuves ou les marées même? C'est une très bonne question. On l'a expérimenté dans notre canal où, en effet, c'est les eaux de rejet d'une ferme piscicole. Donc, a priori, il ne pouvait pas y avoir de troncs d'arbres qui se promènent. Et un jour, on est arrivé, la machine était cassée et sur le vérin, il y avait un gros impact. Et là, j'ai appelé le patron de la ferme. J'ai dit, il y a quelqu'un qui est venu saboter notre machine, c'est pas possible. Il me dit, c'est quand? Je dis, c'est vendredi soir à 22h. Il y a quelqu'un qui est venu sur le site, je voudrais voir les caméras et tout. Et le gars me dit, non, je sais ce qui s'est passé. Il y a une passerelle en bois imputrescible qui s'est écroulée dans la ferme. Et il y a des morceaux de bois, des gros morceaux de bois qui sont partis donc dans le canal avec des bouts de fer, et on s'est fait bombarder la machine. Ce qui a cassé, en effet, c'est le vérin. Enfin, c'est un vérin hydraulique. Il a pris un pet, et puis ensuite, quand il est rentré dans la chambre, toute l'huile est sortie et la machine s'est arrêtée. Alors, tout simplement, là maintenant, on a dit, on veut pas, on a mis des câbles devant la machine en V pour écarter les gros objets, passer de 20 cm, parce que ce qu'on a fait comme expérience, c'est lancer des bouts de bois sur la machine, et en fin de compte, quand elle se relève ou quand elle descend, ça crée des pressions et des pressions qui fait que les objets sont poussés. Alors, en effet, il faut quand même dévier les gros objets, que ce soit en rivière et en mer, mais
par rapport aux autres hydroliennes, si vous voulez, une branche entière peut passer, dès le moment que ce n'est pas un tronc de 20 cm, il va passer et ça va pas gêner. Alors que si un gros branchage passe dans une hélice, c'est sûr que ça va pas bien marcher. Donc nous, juste, on dévie les gros objets, on laisse passer les plus petits. Et pour le moment, ça se passe bien. Il y avait aussi le sujet des algues et de la colonisation de la machine. C'est les premières questions qu'on me pose. Et là, dans le canal où on est, il y a comme il y a de la nourriture, de l'oxygène et que c'est des eaux chaudes, donc il y a une prolifération d'algues. Et notre machine n'est pas du tout gênée par toutes ces algues qui passent, alors qu'une hélice ne fonctionnerait pas 1 heure dans cet environnement-là. Donc on voit tous les avantages biomimétiques de cette machine dans ce canal. Okay. Une autre question? Oui. Voilà. Bonjour. Alors j'imagine un petit peu, sans connaître le sujet, mais 2 dynamiques un petit peu sur l'origine du sur comment on peut utiliser le biomimétisme. J'imagine une première dynamique qui serait la dynamique un petit peu j'observe la nature et eureka, hop, je vois ce phénomène et je me dis tiens, il peut résoudre telle problématique. Et puis j'imagine une autre dynamique qui serait plutôt de se dire je veux créer une entreprise, je veux faire quelque chose et je vais aller observer la nature exprès pour développer un modèle. Est-ce qu'il y a une dynamique qui est préférable à l'autre? Est-ce qu'il y a des dérives pour l'une et l'autre des dynamiques? Merci. Effectivement, alors je ne sais pas l'équivalent en français, on dit problem-driven et solution-based. C'est-à-dire, en fait, vous avez effectivement 2 grandes portes d'entrée. Soit j'observe une feuille de lotus et je me dis, waouh, super, elle est capable de s'auto-nettoyer, il n'y a un effet déperlant incroyable qui entraîne les saletés, etc. Mais je ne sais pas à quoi je pourrais appliquer ce que je comprends en termes de reset de design. Et puis, donc ça, vous avez déjà identifié votre modèle vivant, quelque part. Ça demande un peu de jus de cerveau pour extraire les recettes du design, avoir les instruments pour observer, mais la plupart du boulot est fait, vous avez déjà un modèle. Ce qui est plus complexe, c'est vous avez un problème, une problématique à résoudre, mais vous ne savez pas quel modèle vivant pourrait être source d'inspiration. Et en fait, il y a eu des thèses de fait, méthodologiques. Pierre-Emmanuel Fahimi, avec qui j'ai collaboré, aux arts et métiers, puis après Anne-Line Letard, etc., enfin, via le CBIOS, beaucoup, qui justement analysent le processus de conception dans ces différents cas de figure, et y compris dans la composition des équipes de conception. Si j'ai que des ingénieurs ou des designers qui rejoignent l'équipe ou un biologiste, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça accélère le processus? Maintenant, on a pas mal de recul, on est assez outillé sur ça. Et je dirais que ce qui m'intéresse le plus, c'est plutôt le deuxième type. C'est-à-dire, j'ai un problème, je ne sais pas quel est le système vivant, parce que c'est le plus difficile, quelque part. Donc ça voilà, c'est important de le dire. Ensuite, c'est l'art d'extraire des recettes de design. Ça, c'est vraiment le point clé, là. Et d'ailleurs, je ne sais pas, c'est pas pour faire de la publicité, mais on donne une formation de 5 jours pour faire découvrir ce type de méthodologie, ce qui ne vous rend pas un expert au bout de 5 jours, mais qui permet de voir que c'est outillé et qu'il y a différentes étapes, en 8 étapes en fait, un cycle en 8 étapes qui peut se répéter, de la caractérisation de la problématique, la décomposition fonctionnelle, c'est quoi les grandes fonctions que j'essaye de remplir, protection, mobilité, etc. L'équivalent biologique de ces fonctions, parce que parfois vous avez des fonctions métiers qui n'ont pas le même langage que la biologie, donc il faut transposer biologie, l'identification de modèles biologiques, l'abstraction des stratégies de design des modèles biologiques, et ensuite on rentre dans les phases de prototypage d'idées jusqu'aux échelles TRL ensuite éventuellement dans lesquelles on monte. Voilà, toute une méthodologie qui vient d'être découpée pour vous. Après, bon, juste puisque Gunther Pauli, il n'est pas là, mais j'ai quand même beaucoup discuté avec lui. Lui, il est plutôt sur l'observation, l'opportunité et d'identifier ces opportunités en observant son terrain, son territoire, son environnement, et de créer des clusters avec les entreprises existantes et trouver ces opportunités en disant le déchet de l'un, c'est la matière première de l'autre. Donc de vraiment réfléchir, mais plutôt, donc du coup, pas solution à un problème, mais plutôt champ d'opportunité de faire de l'innovation. Voilà. Puis regardez son truc d'économie bleue, enfin, le concept d'économie bleue, c'est assez sympathique. Voilà, exactement, il y avait une question juste au deuxième rang, madame. Merci.
J'ai une question dans la prolongation de l'énergie. Avez-vous recensé dans la nature toutes les façons différentes de produire de l'énergie, que ce soit en toute petite quantité, dans des endroits très différents, que ce soit massivement, de manière plus concentrée dans un seul endroit? Est-ce que ça existe, ce référentiel de la nature pour la production de l'énergie? Là, vous me collez. Peut-être Tariq qui sait. Parce que oui. Non, enfin, là, j'ai pas du tout regardé. Si tu veux répondre. Rapidement, c'est entre autres le travail que l'on fait avec le CBIOS que de faire un petit peu cette bibliothèque, on va dire. Il y a un gros projet qui est financé actuellement aussi sur la caractérisation des matériaux. Il y a un partenariat très fort qui a été engagé avec RTE, Réseau de transport d'électricité, où justement on est en train de faire un petit peu l'analyse du potentiel du biomimétisme sur la question de l'énergie. Donc Picaya, on accompagne aussi RTE sur les énergies renouvelables en mer, sur différents aspects. Mais par rapport à votre question précisément, effectivement, il y a des tas de stratégies dans le vivant. Il y a 2 grands types de stratégies. Par exemple, utiliser les flux existants, type courant, etc. Mais aussi des stratégies qui vont plutôt vers le solaire, par exemple. Comment capter l'énergie lumineuse et la transformer en autre énergie utilisable ensuite par toute une chaîne de valeur. Et là, par exemple, il y a Jérôme Mignon à l'université de... pardon, j'ai un trou de mémoire. Pays Basque. Pau, merci. Qui travaille sur ces questions-là, de la photosynthèse artificielle et du potentiel aussi d'imitation de la structuration des arbres, ou comment finalement les feuilles qui sont des panneaux solaires fabriquent à température ambiante, pression ambiante, dans de l'eau, avec des éléments disponibles autour de la plante, parce qu'elle ne peut pas bouger. Déjà, c'est une source d'inspiration extrêmement intéressante, photosynthèse artificielle, mais aussi la façon dont l'énergie est distribuée, entre les branches, le tronc, les racines, etc. Là aussi, et même entre arbres, dans une forêt, via des réseaux primaires, des réseaux secondaires. Et là, RTE, qui fabrique des réseaux, sont très intéressés de voir le dimensionnement réseau, par exemple, dans la question de l'énergie. Bon, il y a des tas d'exemples, en fait, dans le vivant, de chimiosynthèse également au fond des océans. Comment on est capable d'avoir un cycle d'énergie qui démarre déconnecté du Soleil. Là aussi, c'est des champs, en fait, qui commencent à peine à être observés, et il y a énormément de choses à comprendre et à imiter. Merci. Donc, avant de passer une question de l'audience, ça marche, Pulse, Sidopulse. Donc, Tariq, est-ce que vous... Alors, on va en parler tout de suite. Hein, donc, vous avez le Biomip Expo, Biomip M Expo, je ne sais pas comment ça se dit, le 19 octobre, donc voilà, c'est signalé. Il y a des événements dédiés au biomimétisme, vous pouvez regarder. Et est-ce que vous pouvez développer le concept de la frugalité de la nature et son application dans l'industrie? Alors bien sûr, je voulais justement le mentionner avant la fin de cette table ronde, Biomime Expo à Paris, c'est la grande rencontre annuelle avec toutes sortes d'exposants, des conférences, etc. Vous êtes plus que les bienvenus. Je sais que Sido aussi a lieu à Paris en novembre, je crois. À Paris en novembre, Sido Voilà. Paris, oui, absolument. Donc oui, c'est une bonne occasion de voir comment ça s'incarne aussi, et il sera présente également pendant Biomime Expo. Alors maintenant, la sobriété, alors je vais citer Christophe Goupil, qui est un chercheur qui s'intéresse à la thermodynamique du vivant. La nature est sobre si, dans les conditions où elle se trouve, enfin les systèmes vivants, on va dire, plutôt que pas parler de nature en général, poussent à la nécessité d'une sobriété. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si les ressources sont abondantes, en très très grande quantité, alors c'est pas forcément sobre. Christophe prend l'exemple d'une baleine qui a un système en fait homéotherme, donc avec de la chaleur générée par le corps humain, et parce que l'évolution a conduit à ce qu'un mammifère qui était amphibie, semi-terrestre, va finalement quitter la Terre pour aller vers l'eau, c'est très difficile de revenir sur la machinerie thermique. Donc on va développer du lard, des couches en fait, de protection, etc., pour éviter en fait, de perdre beaucoup d'énergie dans quelque chose qui est de l'eau, qui est plus conducteur que l'air. Mais néanmoins, la baleine avait accès à une ressource immense en allant dans l'eau, qui est le plancton, présente en très grande quantité. Donc on ne peut pas dire que c'est une stratégie stupide. Il y avait les ressources qui permettaient de le faire. Par contre, si jamais cette source d'énergie relativement facilement accessible et abondante disparaît, alors ça devient une stratégie qui sera plus payante.
Faire voler, comme dit Christophe, je le cite encore, faire voler une chauve-souris, c'est faire voler un chat, pour certaines d'entre elles. C'est pas forcément ce qu'il y a. Par contre, ça ouvre une nouvelle niche écologique. Ceci étant dit, c'est vrai que, justement, par le fait que souvent on est en contrainte de ressources, et on ne peut pas dire que nos sociétés ne le sont pas, alors là, par contre, il y a des processus d'optimisation qui se mettent en marche extrêmement puissants. Donc en fonction du contexte, en fait, ça ne va pas être la même chose. Ce qu'on va rechercher en général, quand on est plus dispendieux énergétiquement, c'est de l'agilité. C'est-à-dire que nous, en tant qu'homéothermes, on est capable de nous retrouver des tropiques au pôle. Par contre, c'est un coût métabolique. C'est un coût énergétique. Et en général, quand on est très efficace, on est moins agile. Donc il y a une sorte de ratio qui nous permet de rentrer plus en subtilité, en fait, dans la compréhension de ce qui se passe dans la nature. Mais globalement, si on regarde l'ensemble des systèmes vivants, il y a une analyse qui a été faite à l'université de Bath à la fin des années début des années 90, je crois. Julian Vincent et Bogatyrev, où ils analysent les processus engagés du point de vue de la matière, de l'énergie, de l'information dans le monde technologique de l'époque et dans le monde vivant. Et alors vous voyez que l'énorme proportion de l'investissement dans le monde vivant, il est dans l'information, qui permet d'optimiser par les boucles de feedback la consommation de matière et d'énergie. Alors qu'à l'époque, c'était l'inverse. Dans le monde technologique, on mise surtout sur la matière et l'énergie et assez peu sur l'information. On pourrait dire que ça a changé, pas tant que ça, parce qu'en termes de proportion, on est toujours beaucoup sur une information consommatrice d'énergie et de matière qui ne sont pas des énergies renouvelables et donc des énergies et des matières finies. Donc en termes de proportion, la quantité d'informations dans le système monte, mais les ratios ne sont pas forcément encore aussi performants que le vivant, loin de là. Donc il y a un gisement énorme en fait d'amélioration en imitant la nature. Je ne sais pas si j'ai répondu, ça va ? Vous avez même rajouté l'information que la data, finalement, il faut s'en servir parce que c'est finalement peut-être ce qui va nous aider à passer ce cap de la bonne information au bon moment et de passer le cap de limitation. Oui, tous les processus, par exemple, de partage d'auto, de partage d'outils, etc., sont basés sur l'information. Et on voit bien que du coup, on réduit la demande en voiture individuelle potentiellement ou en objet individuel. Donc vous rationalisez l'investissement en matière et énergie en faisant en sorte qu'une fois que vous avez investi, eh bien, c'est utilisé beaucoup plus, plutôt que ça reste à dormir éventuellement sur un parking pendant... C'est un exemple en fait, assez intuitif. Oui. Alors après, il faut relever le doigt. Voilà, là, allez-y. Bonjour, au sujet de la génératrice ondulatoire. Est-ce que vous pensez que c'est possible de remplacer les barrages hydroélectriques ? Je pense en particulier pour la Guyane française, où le barrage Petit Saut a été un peu un drame. Et est-ce que ce serait adaptable justement dans ces grands fleuves à très fort débit ? Est-ce que votre solution serait adaptable et pourrait remplacer justement ce type de barrage ? Oui, alors il faut savoir qu'un barrage hydroélectrique donc, va changer complètement le paysage. Mais l'énergie potentielle de l'eau, donc on fait dégringoler de l'eau sur 40 ou 50 mètres, est hyper efficace. C'est-à-dire, là, on a des machines qui font, des turbines qui font des mégawatts de puissance. On en a plein en France. Et donc, nous, pour arriver à ce niveau de puissance, ça veut dire qu'il faut il faut canaliser l'eau, laisser passer l'eau, la concentrer dans un canal et il faut qu'il y ait quand même de la pente pour qu'il y ait de la vitesse, parce que nous, donc, ce n'est pas l'énergie potentielle, mais l'énergie cinétique de l'eau. Et si on arrive à avoir 3-4 mètres de profondeur sur 5 mètres de large dans ce canal, en effet, on va pouvoir mettre tous les 50 mètres une machine et faire de l'électricité tout le long. C'est-à-dire, au lieu d'avoir tout changer le paysage, on laisse passer l'eau, mais il faut un minimum de canalisation, ou du moins aux endroits où il y a le plus de pente pour faire des machines, pour implanter des machines. Est-ce qu'on va arriver à la production totale du barrage ? Je ne pense pas. Parce que c'est un barrage, c'est vraiment puissant. Par contre, le coût de faire ça sera beaucoup moins cher qu'un barrage, et on ne va pas changer le paysage, et on peut éviter des conflits, en effet, puisque les barrages, maintenant, dans plusieurs pays, sont source de conflits, où le pays qui est en dessous, il ne voit pas d'eau quand il en a besoin, ou il en voit trop l'hiver, et ça crée des inondations, des problèmes. Et donc, oui, on peut être une solution à ça, oui. Oui, bonjour.
Alors, une question. Est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir concurrence entre un produit conçu par biomimétisme et l'objet naturel dont il s'inspire? Par exemple, j'ai vu qu'il y avait une entreprise qui voulait créer des micro-robots inspirés des abeilles pour polliniser les fleurs. Mais si on crée des robots pour remplacer les abeilles, ça ne va pas protéger les abeilles, en fait. Oui, là on essaye de régler un problème où, avec les pesticides, les herbicides, on tue tous les insectes et on essaye de les remplacer. Si on quantifie le travail des abeilles, je crois que ça a été quantifié à 150 milliards de dollars par an. Donc oui, en effet, on en a besoin, sinon... Nous, enfin, je pense pas que, enfin, on l'a pas prouvé, mais on s'inspire de la nage des poissons ou des mammifères marins pour produire de l'énergie, mais on va pas. C'est pas, enfin, c'est un autre problème. On a besoin d'énergie décarbonée, d'énergie propre. Et nous, on a trouvé un moyen plus efficace que les hélices sous l'eau pour produire de l'énergie. Mais on n'est pas en compétition avec les poissons ou les mammifères marins. On n'a rien à voir avec eux, si ce n'est qu'on les imite pour produire de l'énergie. Je pense qu'il y a une question aussi sur la réparation finalement des dommages qu'on a causés et avec une transformation pour plus le faire à côté. Donc réparer ce qu'on a fait avec des technologies. Moi, j'en profite parce que j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Alors, j'ai dit Jérôme, c'est Laurent Bignon pour ceux qui s'intéressent à la photosynthèse artificielle à l'Université de Pau. Excuse-moi, Laurent, si tu écoutes. Donc, petite correction. Ça pose une question fondamentale de posture, effectivement. Est-ce qu'on est là pour utiliser la technologie pour remplacer par la technologie le tissu naturel qu'on est en train de déstructurer? Ou est-ce qu'on pose un petit peu les enjeux de la robotique, etc., pour soigner, pour faire en sorte que, par exemple, je travaille avec un projet de start-up qui s'appelle Good Galaxy, amener de la connaissance dans l'aide à la décision pour justement réparer les écosystèmes et moins les endommager, entre autres dans l'agriculture, par exemple. Alors là, c'est pas du tout la même direction, en fait. Ou bien on est dans une direction finalement, on comprend les fonctions écologiques, on les remplace par finalement de la technologie, un peu comme les abeilles remplacées par... Et dans une autre direction, on va au contraire mettre la technologie au service de la réparation, de la régénération. Et également, il y a une autre approche qui est extrêmement intéressante, qui est plus au niveau écomimétisme, c'est ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature. Il y a eu le congrès de l'UICN, ça a été mis en avant aussi, ainsi que le biomimétisme à Marseille. C'est l'Union internationale de conservation de la nature qui a eu lieu là, il n'y a pas très longtemps. Les solutions fondées sur la nature, c'est faire de l'ingénierie écologique, c'est-à-dire recréer des écosystèmes fonctionnels, mais qui rendent des services aux humains. L'agroécologie est un excellent exemple de ça, mais également lutter contre les îlots de chaleur pendant les canicules face aux événements climatiques extrêmes. Donc on va replanter en fait de la végétation, faire revenir la biodiversité en ville. Ça a aussi des impacts culturels, on peut avoir aussi des zones de loisirs, etc. Les solutions fondées sur la nature, ça va être aussi par exemple planter une mangrove, replanter une mangrove, parce que s'il y a un ouragan ou s'il y a un tsunami, eh bien il y aura beaucoup moins de dégâts sur la côte derrière la mangrove que s'il n'y avait pas de mangrove. Il ne faudrait pas que ça soit la seule vision utilitariste de la nature, mais néanmoins, on peut rentrer dans une sorte de symbiose. Une amie de l'Institut qui s'appelle Isabelle Delannoy parle d'économie symbiotique, où on a des choses qui sont utiles pour les besoins humains, mais aussi utiles pour plus que l'humain. Et la posture, pour résumer, et je finirai là, qui est vraiment au cœur de l'approche, y compris sur le biomimétisme à l'échelle des territoires qu'on est en train d'expérimenter avec Territory Lab dans la vallée de la Drôme, la bio-vallée de la Drôme, et avec les services de l'État et des régions, c'est les 3 santé. Santé individuelle, pas simplement physiologique, mais aussi psychologique. On a vu dans la crise du Covid au début qu'on avait un peu oublié l'aspect psychologique, on s'était beaucoup concentré sur l'aspect biologique. Santé des sociétés dans lesquelles on évolue, on est une espèce sociale, on a besoin d'avoir des relations saines et de confiance. On ne peut pas faire société si par exemple il y a rupture de confiance. Et santé des écosystèmes qui nous hébergent, parce qu'on est, jusqu'à preuve du contraire, complètement inséré dans la toile de la vie. L'oxygène que vous respirez ne serait pas là s'il n'y avait pas les plantes qui faisaient de la photosynthèse. La façon dont vous vous nourrissez, dont vous vous habillez, en permanence, vous êtes en lien avec les écosystèmes de manière structurelle. Donc cette approche des 3 santé autant que l'on peut doit être au cœur des propositions technologiques de cette nouvelle période qui s'ouvre, de mon point de vue et du point de vue de nombreuses personnes à travers le monde actuellement.
Ah non, mais c'est parfait, parce que enfin, moi je suis d'accord que une des grandes envies aujourd'hui, c'est de prendre soin. Donc je trouve que le côté santé individuelle, collective et de l'écosystème, alors qu'on peut appeler équilibre aussi, ça me paraît très important. Si j'aimerais bien réagir tout à l'heure à ce que vous allez dire, Tariq, s'il vous plaît. Vous parliez des systèmes vivants qui vont, quand ils ont beaucoup d'abondance de ressources, vont les exploiter, et puis quand elles vont se restreindre, vont se transformer pour s'adapter. C'est un petit peu finalement, j'ai l'impression, l'évolution humaine. Hein, on a fait ça, et aujourd'hui on se rend compte qu'on n'a plus de ressources. Dans la nature, cette adaptation, elle se fait en combien de temps? Et du coup, la question c'est quel est notre challenge en tant qu'humanité, parce qu'on a sûrement peut-être moins de temps qu'un système vivant qui a le temps de s'adapter. Ça dépend des systèmes vivants que vous observez. Une bactérie, c'est très rapide. Un mammifère, ça va prendre quelques centaines de milliers d'années, voire des millions d'années pour certaines espèces. Maintenant, votre question permet peut-être d'apporter un angle. Je suis verbieux, il faut m'arrêter si jamais. C'est que contrairement à la plupart des espèces connues, jusqu'à preuve du contraire, l'essentiel de la biodiversité, l'immense essentiel, c'est pas à 100%, mais l'immense essentiel est connecté au flux solaire. Grâce à la photosynthèse, il y a en fait tous les autres animaux, etc., qui bénéficient, les herbivores, puis les carnivores, etc., avec des pertes énergétiques à chaque fois que vous montez en niveau trophique, ce qu'on appelle un niveau trophique en écologie. Et qu'est-ce que c'est que le charbon et les hydrocarbures? C'est l'énergie solaire du passé qui a été extrait du flux pour être enfermé dans le stock. Par quoi? Par le vivant. N'est-ce pas? Que ça soit les hydrocarbures ou les charbons. Que fait l'humanité depuis un peu moins de 200 ans? On reprend ce carbone qui a été enlevé du flux, et cette énergie qui a été enlevée du flux, et on le remet, donc stocké, et on le remet dans le flux. Et donc on se retrouve en fait désynchronisé, littéralement. C'est-à-dire que jusqu'à la première révolution industrielle, grosso modo, les sociétés humaines étaient connectées au flux solaire, à travers l'agriculture, à travers... Et là, du coup, en se branchant sur les énergies fossiles, on a ouvert le robinet énergétique à fond la caisse. Du coup, on crée plein de structurations technologiques, les villes, etc., les innovations. Mais ça a toujours un coût. Pour ceux qui sont un peu familiers avec la science, je vais employer un gros mot, l'entropie. C'est-à-dire que pour créer de la structure, on exporte le chaos dans son environnement. Nous, par exemple, c'est nos déchets. On déstructure notre urine, nos déchets organiques. Et donc, il y a toujours un coût. La structuration a toujours un coût en termes de déstructuration de l'environnement. Certains physiciens qui s'intéressent à ces questions-là disent surfer sur la vague du chaos. Ni trop peu parce que vous n'êtes pas assez efficace, ni trop vite parce que sinon vous payez avec une déstructuration de l'environnement trop importante. Qu'a fait l'humanité? On a créé beaucoup d'innovations en déstructurant notre environnement et maintenant il faut innover pour rester debout. Et c'est un peu le paradoxe de la Reine Rouge, dans Alice au Pays des Merveilles. Ici, pour rester sur place, il faut aller de plus en plus vite. On accélère le tapis sur lequel on est, en déstructurant de plus en plus rapidement. Donc voilà, l'enjeu de la durabilité, il est aussi là, trouver la bonne vitesse. Ok. Alors, une dernière question, peut-être? C'était trop bien comme conclusion. Alors, je suis un peu... Ça m'ennuie, finalement, de prendre une question de plus. Merci de votre intérêt. On accélère, mais on fait attention à notre vitesse. C'est pas de la fuite en avant. Voilà, écoutez, moi je crois que je préfère couper là, sauf si vous avez une question qui peut donner l'occasion peut-être à Franck aussi de faire une conclusion inspirante. Allez Franck, une petite conclusion inspirante, genre il n'y a pas de planète B ou carbone data, nature équilibre. On va rester positif et on va rester sur la réponse de la conclusion de Tariq. On va éviter d'accélérer trop. Voilà, mais en accélérant quand même notre prise de conscience et notre prendre soin. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Et merci puis, bon salon et bonne visite.